On m'appelait « le fils de la bonne » lors de la lecture du testament jusqu'à ce que la vocalise la clause secrète de grand-père. Chaque Langford connaissait sa place dans le grand domaine. Même moi, la fille de la gouvernante, dont la place était dans l'ombre. Pendant 26 ans, j'ai porté leur chuchotement sur mon dos. La gamine de la bonne, m'appelait-il, entre deux gorgées de champagne et des rires privilégiés. Seul grand-père Charles me voyait différemment, m'apprenant les échecs pendant que ses vrais petits-enfants recueillaient leurs droits de naissance. Quand il est mort, ils m'ont à peine remarqué à la lecture du testament, leur moquerie devenant venimeuse lorsque j'ai hérité de sa cabane oubliée au bord du lac. Ils ne pouvaient pas savoir qu'à l'intérieur de ces murs usés par le temps attendait un secret qui transformerait leur ricanement en peur, car les liens du sang sont plus forts que le statut, et Charles Langford avait gardé son plus grand coup pour la fin. J'ai passé toute ma vie à l'extérieur, à regarder à l'intérieur. C'est ça, de grandir en périphérie de la richesse. On voit tout, mais on n'est jamais vraiment vu. Je m'appelle Cala Mercé, et j'ai 26 ans. Ma mère, Helena, a passé plus de 30 ans comme gouvernante pour la famille Langford. Et moi, j'étais juste là, l'ombre supplémentaire se déplaçant dans les couloirs de leur domaine tentaculaire. Reste à l'écart, ma chérie, me chuchotait maman, en glissant doucement une mèche de mes cheveux bruns derrière mon oreille. La famille a des invités aujourd'hui. La famille? Jamais notre famille. Toujours, la famille, comme s'ils étaient de la royauté et que nous étions les sujets loyaux qui faisaient fonctionner leur château. Je me souviens d'avoir 7 ans, caché dans la bibliothèque parce que les petits-enfants Langford organisaient une fête à la piscine. Elisabeth, la petite fille aînée, m'a trouvé recroquevillé avec un livre. « Pourquoi ne nages-tu jamais avec nous » a-t-elle demandé, l'eau de ses cheveux blonds dégoulinant encore sur le tapis ancien. Avant que je puisse répondre, son cousin Jackson est apparu dans l'embrasure de la porte. « Parce que c'est une domestique, idiote » a-t-il dit avec un sourire narquois. Sa mère dit qu'on ne devrait pas se mélanger. J'ai fait semblant d'être absorbé par mon livre jusqu'à ce qu'il parte, mais j'ai entendu la réponse d'Elisabeth alors qu'il s'éloignait. C'est la gamine de la bonne. Elle est bizarre de toute façon. La gamine de la bonne. C'est ce que je suis devenu pour eux. Pas Cala. Pas même une personne avec des sentiments, des rêves ou des pensées. Juste la gamine de la bonne. Mais pas pour grand-père Charles. Charles Langford était différent. Il me remarquait pendant que ses enfants et petits-enfants traversaient la vie à toute vitesse, accumulant des possessions et du statut. Charles me trouvait souvent dans les coins tranquilles du domaine et me parlait, tout simplement. Les échecs, c'est comme la vie, Cala, m'a-t-il dit un après-midi pluvieux quand j'avais 9 ans. Nous étions assis dans son bureau, l'échiquier entre nous, la cheminée crépitant. Il ne s'agit pas du nombre de pièces que tu prends, mais de comprendre l'échiquier. Le jeu d'échecs en acajou sur lequel il m'a appris à jouer avait été sculpté à la main en Italie. Je le sais parce qu'il m'a raconté l'histoire de son achat lors de sa lune de miel 50 ans plus tôt. Tandis que ses propres petits-enfants étaient comblés des derniers gadgets électroniques et de vêtements de marque, grand-père Charles me donnait des livres. Des classiques, pour la plupart, Dickens, Austen, Steinbeck. Un esprit comme le tien a besoin d'être nourri, disait-il, les yeux pétillants derrière ses lunettes cerclées de fils de fer. Je ne comprenais pas à l'époque à quel point c'était étrange. Le patriarche milliardaire accordant une attention particulière à la fille de la gouvernante. Mais les autres l'ont remarqué. Oh, ils l'ont remarqué. N'est-ce pas gentil de la part de Charles d'être si charitable, de s'intéresser aux enfants du personnel, ai-je entendu dire Madame Langford, sa belle-fille, Margaret, à son amie lors d'une garden party. Sa voix dégoulinait de quelque chose d'amer. En grandissant, les chuchotements se sont faits plus forts. Quand je suis devenue adolescente, les petits-enfants Langford prenaient à peine la peine de cacher leurs ressentiments. Voilà Cendrillon, disait Leia chaque fois que j'entrais dans une pièce. Leia était la fille de Margaret. Belle, diplômée de Harvard, et cruelle de cette manière désinvolte qui vient du fait de n'avoir jamais eu à considérer les sentiments des autres. Ma mère n'a jamais semblé dérangée par tout ça. Helena Mercé avait une colonne vertébrale d'acier enveloppée dans un uniforme de gouvernante. Ses mains étaient toujours légèrement rouges à cause des produits de nettoyage, mais elle se tenait avec une dignité tranquille. Nous n'avons pas besoin de leur approbation, disait-elle quand je rentrais à la maison en pleurant. Nous avons l'une l'autre. J'ai posé une question sur mon père une fois, quand j'avais 12 ans. Nous plions le linge dans notre petit appartement au-dessus du garage, les quartiers du personnel, comme les Langford les appelaient.
Il n'est pas dans le tableau, Kala, a-t-elle dit, soudainement très intéressée à aligner les coins d'un drap de lit, et nous sommes mieux comme ça. Mais qui est-il? Quel était son nom? Elle a posé le linge et m'a regardé avec des yeux qui semblaient soudainement beaucoup plus vieux. Certaines questions n'ont pas de réponse qui nous aide, ma chérie. Parfois, la réponse apporte juste plus de douleur. Elle n'a plus jamais parlé de lui, et j'ai appris à ne plus demander. Quel que soit le secret qu'elle portait, il pesait sur elle. Je pouvais le voir dans la façon dont ses épaules s'arrondissaient quand elle pensait que je ne regardais pas. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire grâce à une bourse que grand-père Charles avait discrètement arrangée, maman n'a invité personne de la famille Langford. Mais Charles est venu quand même, assis au dernier rang, applaudissant plus fort que quiconque quand j'ai traversé la scène. 2 ans plus tard, maman est morte d'un cancer. C'est arrivé vite. Du diagnostic aux funérailles en moins de 6 mois. Charles a tout payé, des traitements qui n'ont pas fonctionné au service simple mais élégant. Elle faisait partie de la famille, a-t-il simplement dit quand j'ai essayé de le remercier. Les Langford ont envoyé des fleurs mais n'ont pas assisté aux funérailles. Je suis resté au domaine, non pas comme membre du personnel, mais comme assistante personnelle de Charles, un poste qu'il a créé pour moi. Le reste de la famille a détesté ça, bien sûr. Leurs chuchotements sont devenus des commentaires acérés. N'est-il pas temps que tu trouves ton propre logement, a demandé Richard Langford, le fils aîné de Charles, lors d'un dîner de famille que j'aidais à organiser. Qu'elle reste aussi longtemps qu'elle le voudra, avait répondu Charles avant que je ne puisse le faire. Cette conversation est close. Et puis, au printemps dernier, Charles m'a tendu une enveloppe. Ne l'ouvre pas tout de suite, a-t-il dit, sa main tremblant légèrement. À 89 ans, sa santé déclinait, bien que son esprit soit resté vif. Ouvre-la quand tu apprendras que je suis parti. Et sois présente à la lecture du testament, quoi que l'on te dise. J'ai rangé la lettre, incapable d'imaginer un monde sans Charles Langford. Ce monde est arrivé il y a 3 semaines. Insuffisance cardiaque, paisiblement dans son sommeil. Les funérailles ont été grandioses, bien sûr. Des centaines de personnes, politiciens, célébrités, chefs d'entreprise, toutes venues rendre hommage au grand Charles Langford. Je me tenais à l'arrière, juste un autre visage dans la mer de vêtements noirs et de chagrin manufacturé. L'invitation est arrivée hier. Papier couleur crème, en tête coûteux de Howard Brent & Associates, le cabinet d'avocats de la famille depuis des générations. Mademoiselle Kala Mercé est priée d'assister à la lecture du dernier testament et des dernières volontés de Charles-Édouard Langford. Je l'ai lu une 12aine de fois, me demandant pourquoi j'avais été incluse, me demandant si c'était une sorte d'erreur. Mais ensuite je me souviens de l'enveloppe, toujours scellée, qui attend dans le tiroir de ma table de chevet. Ce soir, je l'ouvre. L'écriture de Charles est tremblante mais claire. K, sois présente au rassemblement final. La vérité attend le bon moment pour éclore. Avec tout mon amour, Charles. Le domaine des Langford se dresse devant moi maintenant. Tout en pierre, en lierre et en vieille fortune. Je gare ma Honda d'occasion à côté des Mercedes et prends une profonde inspiration. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je sais une chose, j'en ai fini d'être invisible. Au moment où je franchis la porte d'entrée et l'entrée principale, pas la porte de service que j'ai utilisée pendant des années, l'atmosphère change. Les conversations s'arrêtent. Les têtes se tournent. Tiens, dit Eden, l'un des cousins. Les domestiques passent généralement par l'arrière. Je l'ignore, gardant le menton tandis que je me dirige vers le bureau où la lecture aura lieu. Les yeux me suivent, jugeant, questionnant. Je porte la seule robe noire que je possède. Simple mais élégante. Pourtant, je me sens sous-habillé au milieu de leur tenue de deuil de créateur. Richard Langford lève les yeux de sa conversation, son expression se durcissant en me voyant. C'est réservé à la famille, dit-il, assez fort pour que tout le monde entende. J'ai été invité, réponds-je, en brandissant l'enveloppe du cabinet d'avocat. Margaret, sa femme, rit doucement. Quelle débrouillardise! Je suppose que vider les pots de chambre apprend à saisir les opportunités. La pièce devient silencieuse alors que Leia s'approche, un verre de scotch à la main, bien qu'il soit à peine midi. Ses cheveux blonds sont tirés en un chignon sévère, mettant en valeur ses pommettes saillantes et ses yeux encore plus vifs. Pourquoi est-elle même ici, demande-t-elle à personne en particulier. Sa mère n'était que la gouvernante. Je sens la chaleur monter à mes joues mais je force mon expression à rester neutre.
6 ans à subir le mépris de l'Ivy League m'ont appris à porter un masque. Monsieur Brent m'a invité, dis-je simplement. Comme c'est touchant, répond Leia. La petite œuvre de charité de grand-père jusqu'à la fin. Avant que je puisse répondre, Howard Brent entre dans le bureau. Il est grand, les cheveux gris, avec les mouvements précis de quelqu'un qui mesure la vie en heures facturables. Si tout le monde voulait bien s'asseoir, dit-il, nous pouvons commencer. Alors que la famille s'installe dans les fauteuils et canapés en cuir, je prends place près de la porte, assez près pour entendre, assez loin pour pouvoir sortir rapidement si nécessaire. Mon cœur bat la chamade dans ma poitrine alors que je touche le contour de la lettre de Charles dans ma poche. La vérité attend le bon moment pour éclore. Je suis sur le point de découvrir ce qu'il voulait dire. Le bureau sent le cuir, les vieux livres et l'eau de colonnes coûteuses. C'est une pièce conçue pour intimider, lambris en chêne foncé, bibliothèque jusqu'au plafond, et un bureau massif derrière lequel Howard Brent se tient maintenant. La lumière filtre à travers les vitraux, projetant des ombres colorées sur les visages expectatifs de la famille Langford. Monsieur Brent ajuste ses lunettes et ouvre un épais portefeuille en cuir. Avant de commencer, dit-il, la voix mesurée et précise, j'aimerais dire que j'ai travaillé avec Charles pendant plus de 40 ans. Il était méticuleux dans sa planification et profondément intentionnel dans ses décisions. Le document que je vais lire représente ses dernières volontés, exactement comme il voulait qu'elles soient exécutées. Richard Langford se racle la gorge avec impatience. Nous comprenons, Howard. Procédons. Je regarde la famille depuis mon siège dans le coin. 4 enfants, 9 petits-enfants, divers conjoints, tous arborant des expressions allant du solennel à l'anticipation à peine dissimulée. Ce sont des gens qui ne se sont jamais souciés de l'argent et pourtant s'en soucient constamment. Très bien, dit Monsieur Brent. Moi, Charles-Édouard Langford, saint de corps et d'esprit, déclare par la présente que ceci est mon dernier testament et mes dernières volontés. Le langage juridique envahit la pièce. Je me surprends à étudier les réactions de la famille plus qu'à écouter les mots eux-mêmes. Les doigts de Margaret se crispent et se relâchent sur sa pochette. Richard caresse sa moustache à plusieurs reprises. Leia examine sa manucure avec une nonchalance forcée. Puis les distributions commencent. À mon fils, Richard, et à sa femme, Margaret, je lègue la maison d'été à Martha S. Vignard et 5 millions de dollars. Richard hoche la tête comme si c'était exactement ce à quoi il s'attendait. À ma fille, Catherine, et à son mari, James, je lègue l'appartement à Paris et 5 millions de dollars. Catherine tamponne ses yeux avec un mouchoir. À mon fils, William, je lègue la propriété à Aspen et 5 millions de dollars. William, le plus jeune des enfants de Charles, esquisse un petit sourire. À ma fille, Elizabeth, je lègue ma collection de premières éditions et 5 millions de dollars. Et ainsi de suite. Propriété, héritage, actions, allocation en espèces, tout est distribué avec une précision minutieuse. Chaque petit enfant reçoit un fonds en fiducie. Des œuvres d'art spécifiques vont à des personnes spécifiques, le yacht familial à un petit-fils, la collection de voitures anciennes à un autre. Pendant tout ce temps, je reste assise tranquillement, me demandant pourquoi je suis là. Je n'attends rien, n'espère rien, et pourtant le poids de la lettre de Charles dans ma poche semble significatif d'une manière ou d'une autre. Finalement, Monsieur Brent fait une pause et boit une gorgée d'eau. Les distributions majeures semblent terminées. La famille a l'air satisfaite, sinon extatique. Pas de surprise jusqu'à présent. Il reste quelques éléments, poursuit Monsieur Brent. À mon personnel fidèle, je lègue des primes comme indiqué dans l'annexe E. Un léger murmure parcourt la pièce. Procédure standard, mais généreuse, apparemment. Et à Calamercé, dit Monsieur Brent, ses yeux trouvant les miens, je lègue la petite cabane au bord du lac et le contenu de cette enveloppe. Le silence plane une fraction de seconde avant que quelqu'un, je pense que c'est l'un des cousins, ne renifle. Puis des rires discrets ondulent dans la pièce. La cabane, dit Richard en riant. Eh bien, c'est approprié. La cabane au bord du lac. Je la connais bien. C'est une simple structure de 2 chambres à l'extrémité de la propriété des Langford, où Charles allait pour écrire et réfléchir. C'est là qu'il m'a appris les échecs. Où nous nous asseyons sur le porche pour regarder les orages déferler sur l'eau. Pour les Langford, ce n'est rien. Une propriété négligée qui ne vaut pas la peine d'être mentionnée en bonne compagnie. Pour moi, elle est remplie des seuls souvenirs heureux que j'ai de cette famille. Je suppose qu'elle a besoin d'un bon nettoyage, dit Margaret avec un sourire narquois.
l'oncle William se penche en arrière dans son fauteuil. Je suppose qu'il voulait lui laisser des produits de nettoyage aussi. Plus de rire. Je garde mon expression vide, bien qu'à l'intérieur, les émotions tourbillonnent comme une tempête. De la gratitude pour la cabane. De la confusion à propos de l'enveloppe. Et sous tout cela, un étrange sentiment de validation. Charles s'est souvenu de moi. Il voulait que j'aie quelque chose qui comptait pour lui. Leia se tourne sur son siège, ses yeux bleus froids alors qu'elle chuchote assez fort pour que tout le monde entende, cet endroit est plein de rats et de pourriture. Bonne chance. Monsieur Brent essaie de continuer, en élevant légèrement la voix. Il y a plusieurs dons de bienfaisance décrits à la page 12, as-tu apporté une serpillière et un seau pour réclamer ton prix, crie Eden, faisant glousser plusieurs membres de la famille. Je me lève tranquillement, ramassant mon sac à main. Tout ce que Monsieur Brent a d'autre à dire ne me concerne pas, et j'ai enduré assez d'humiliation pour une journée. Mademoiselle Mercey, dit Monsieur Brent, en tendant une épaisse enveloppe en papier craft. Ceci est pour vous. Je la prends, sentant le poids de ce qui semble être plus que de simples papiers à l'intérieur. Merci, dis-je simplement en me dirigeant vers la porte. Leia crie après moi, n'oublie pas de dépoussiérer les toiles d'araignée. Les rires me suivent dans le couloir, mais je ne me retourne pas. Dans le grand hall d'entrée, je m'arrête pour ouvrir à nouveau la lettre de Charles, relisant ces mots à la lumière de ce qui vient de se passer. La vérité attend le bon moment pour éclore. Quelle vérité? Que essayait-il de me dire? Dehors, l'air d'été est purifiant après l'atmosphère étouffante du bureau. Je m'appuie contre ma voiture et ouvre l'enveloppe en papier craft que Monsieur Brent m'a donnée. À l'intérieur se trouve une plus petite enveloppe avec « Clé de la cabane », écrit dessus, un document transférant la propriété du bien au bord du lac, et un mot manuscrit de Charles. Kala, ils riront. Laisse-les rire. La cabane détient ce que tu cherches. La vérité est enterrée là où personne n'a osé regarder. Avec amour, Charles. Je plie la note soigneusement et la remets dans l'enveloppe. Quel que soit le jeu auquel les Langford pensent jouer, Charles jouait à un jeu entièrement différent. Laisse-les rire, me chuchotai-je en démarrant ma voiture. Il ne gaspillait jamais ses mots. L'allée de gravier menant à la cabane au bord du lac n'a pas été entretenue depuis des années. Ma voiture rebondit et cahote sur les ornières tandis que les herbes raclent le dessous de la caisse. La nature a lentement repris ses droits sur ce coin oublié du domaine Langford. Je me gare à côté de la cabane et reste assise un moment, l'observant. La dernière fois que je suis venu ici, Charles était encore en vie. Nous avions passé un après-midi à regarder de vieilles photos, lui racontant des histoires, moi écoutant, tous deux ignorant le réservoir d'oxygène qu'il avait récemment commencé à utiliser. La cabane semble plus petite que dans mon souvenir. Des parements de bois gris usés par des décennies de pluie et de neige. Un porche affaissé avec 2 fauteuils à bascule face au lac. Des fenêtres troubles de poussière. Ce n'est en rien la perfection manucurée de la maison principale. Et c'est précisément pourquoi Charles l'aimait. Pas de faux semblant ici, m'a-t-il dit un jour. Juste la vérité. La clé coince dans la serrure, nécessitant une secousse ferme avant que la porte ne s'ouvre avec un grincement de protestation. Des grains de poussière dansent dans la lumière du soleil de l'après-midi qui traverse les fenêtres. L'air sent le vieux bois, le papier abandonné, et quelque chose comme des secrets. J'entre, les souvenirs m'envahissant. La cheminée en pierre où Charles lisait à haute voix les soirs d'hiver. La petite cuisine où il m'a appris à faire son sandwich au fromage grillé préféré avec 3 sortes de fromage et de la poire en tranches, une combinaison qui horrifiait ma mère. La bibliothèque remplie de livres de poche usés, de recueils de poésie et de journaux en cuir. La vérité est enterrée là où personne n'a osé regarder, murmurai-je, en passant mes doigts sur le manteau poussiéreux de la cheminée. Qu'est-ce que Charles voulait que je trouve? Et pourquoi tout ce mystère? Je me déplace méthodiquement dans la cabane, cherchant quoi que ce soit d'inhabituel. Les armoires de la cuisine ne contiennent que des tasses ébréchées et des assiettes dépareillées. La chambre abrite un lit simple avec une courte pointe délavée. La salle de bain est prévisiblement spartiate. De retour dans la pièce principale, je me tiens au centre, tournant lentement. Le bureau de Charles se trouve dans le coin, près de la plus grande fenêtre donnant sur le lac. C'est un bureau à cylindre ancien, la surface encombrée de stylos, de bloc-notes et d'une vieille lampe en laiton. Je me souviens avoir regardé Charles travailler à ce bureau, le dos droit malgré son âge, la plume se déplaçant régulièrement sur le papier. Tandis que le reste de la famille Langford adoptait la technologie,
Charles insistait pour écrire à la main. Les pixels disparaissent, disait-il. L'encre perdure. Je m'assois dans son fauteuil, passant mes mains sur la surface en bois usé. Le bureau a de nombreux petits tiroirs et compartiments, la plupart contenant ce à quoi on s'attendrait, des trombones, des timbres, des élastiques. Mais en fermant un tiroir, j'entends un son creux en dessous. M'agenouillant, j'examine le dessous du bureau. Rien d'évident, mais lorsque j'appuie sur différentes sections, une partie cède légèrement à un double fond. J'appuie plus fort jusqu'à entendre un déclic, et un petit tiroir caché s'ouvre juste assez pour que je puisse le tirer complètement. À l'intérieur se trouve une seule clé. Petite, en laiton, à l'ancienne. Attachée à une étiquette en papier jauni portant simplement l'inscription « A36 ». Mon cœur bat la chamade alors que je tiens la clé à la lumière. Un coffre-fort bancaire, très probablement. Mais où? Je ferme les yeux, repensant à des conversations avec Charles. Il a mentionné sa banque plusieurs fois. La First National, en ville, où les Langford faisaient affaire depuis des générations. Un souvenir me revient. Charles et moi, revenant de la cabane il y a 3 ans. Il avait demandé au chauffeur de s'arrêter à la banque. Ça ne prendra qu'1 minute, Cala. Juste besoin de vérifier quelque chose de précieux. La banque. Ça doit être ça. La façade de la First National Bank n'a pas changé en 50 ans. Tout en colonnes de pierre imposantes et en accessoires en laiton, conçus pour transmettre stabilité et tradition. À l'intérieur, les sols en marbre résonnent de mes pas alors que je m'approche du bureau du service clientèle. Je crois que mon grand-père avait un coffre-fort ici, dis-je à la jeune femme derrière le comptoir. J'ai la clé. Nom du titulaire du coffre, demande-t-elle. Charles Langford. Ses yeux s'écarquillent légèrement à ce nom. Tout le monde dans cette ville connaît les Langford. J'aurais besoin de voir votre pièce d'identité, s'il vous plaît, dit-elle, soudain plus formelle, et tout document prouvant que vous avez les droits d'accès. Je lui tends mon permis de conduire et les documents de M. Brent, ceux qui transfèrent la propriété de la cabane à mon nom. Il n'y a rien mentionnant spécifiquement un coffre-fort, mais j'espère que c'est suffisant. Elle étudie les papiers, puis passe un appel téléphonique, parlant doucement. Après un moment, elle raccroche et sourit d'un air pincé. Monsieur Peterson vous assistera avec le coffre Langford. Veuillez vous asseoir. 20 minutes plus tard, je suis un homme plus âgé en costume sur mesure dans un couloir étroit. Il déverrouille une lourde porte menant à une pièce tapissée de boîtes métalliques de différentes tailles. Coffre A36, dis-je en lui montrant la clé. Il localise le coffre et utilise sa clé maîtresse avec la mienne pour le retirer du mur. Je vais vous laisser un peu d'intimité, dit-il, en plaçant le conteneur métallique sur une petite table dans une pièce privée. Sonnez quand vous aurez terminé. Seul avec le coffre, j'hésite. Tout ce que Charles voulait que je trouve est à l'intérieur. Quelle que soit la vérité qu'il jugeait assez importante pour orchestrer cette révélation élaborée. Je prends une profonde inspiration et ouvre le couvercle. À l'intérieur se trouve un journal relié en cuir avec « L'héritage Langford, une confession » écrit sur la couverture de l'écriture distinctive de Charles. À côté, une enveloppe scellée adressée à Howard Brent. Mes mains tremblent en ouvrant le journal. La première page porte une simple inscription, pour Cala, qui mérite de savoir. Je commence à lire. Le journal décrit les premières années de Charles, son enfance difficile pendant la dépression, sa volonté de réussir, la construction de l'Empire Langford. Il écrit sur son mariage, ses 4 enfants, ses déceptions et ses triomphes. Puis j'arrive à une section intitulée « Thomas » et mon cœur manque de s'arrêter. Mon 3e fils, Thomas, a toujours été différent des autres sensibles, artistes, interrogateurs. Tandis que Richard et William m'ont suivi dans les affaires, et qu'Elizabeth a fait un bon mariage, Thomas voulait peindre, explorer, vivre simplement. Nous nous sommes disputés. Des disputes terribles et enflammées qui ont ébranlé les fondations de notre famille. J'avais tort. Tellement tort. Mon orgueil ne me permettait pas de voir qu'il était simplement fidèle à lui-même. Quand il est tombé amoureux d'Helena, la fille de notre gouvernante, je l'ai interdit, j'ai qualifié cela d'inapproprié, j'ai dit qu'il gâchait sa vie. Les choses que je lui ai dites, à tous les deux, sont ma plus grande honte. Thomas est parti, a coupé tous les liens, a dit qu'il ferait son propre chemin sans le nom ni l'argent des Langford. Helena est restée comme membre du personnel. Elle avait besoin du travail, et Margaret a insisté pour que nous la gardions malgré le scandale.
Je pense que Margaret appréciait le pouvoir que cela lui donnait sur quelqu'un qui avait visé au-dessus de sa condition, comme elle le disait. Je n'ai su que des années plus tard qu'Helena était enceinte quand Thomas est parti. Que mon fils est mort dans un accident de voiture 3 mois après avoir quitté la maison. Que Helena a élevé leur fille seule, travaillant dans ma maison, regardant ma famille profiter de la richesse et des privilèges que son enfant aurait dû partager. Cet enfant, c'était Kala, ma petite fille. Ma seule vraie petite fille. Le journal tombe de mes mains, atterrissant avec un bruit sourd sur la table. La pièce tourne autour de moi alors que les pièces du puzzle s'emboîtent. L'attention particulière que Charles me portait. Le refus de ma mère de parler de mon père. Le ressentiment de la famille Langford. Je ne suis pas la gamine de la bonne. Je suis la fille de Thomas Langford. La petite fille de Charles Langford. Les mains tremblantes, je ramasse à nouveau le journal, me forçant à continuer à lire. J'ai découvert la vérité quand Kala avait 7 ans. Helena ne me l'a jamais dit. J'ai trouvé les vieilles photos de Thomas et j'ai vu la ressemblance de Kala. Quand j'ai confronté Helena, elle a tout avoué mais m'a supplié de ne pas le dire à Kala. Laissez-la être libre du poison de cette famille, a-t-elle dit. J'ai respecté ses vœux tant qu'elle a vécu, mais j'ai vu Kala souffrir du dédain de personnes qui sont ses parents de sang. J'ai vu ma propre famille la traiter comme inférieure, alors qu'en vérité, elle est la meilleure d'entre nous. Il y a 3 ans, j'ai secrètement organisé des tests ADN. Les résultats ont confirmé ce que je savais déjà. Kala est ma petite fille, la fille de Thomas. Une Langford par le sang, sinon par le nom. J'ai pris des dispositions. Au moment où Kala lira ceci, la première partie de mon plan sera en marche. La cabane est à elle l'endroit où Thomas était le plus heureux, où lui et Helena sont tombés amoureux. Mais il y a plus à venir. La lettre ci-jointe contient des instructions pour Howard. Une deuxième lecture, un règlement de compte final. Pardonner à un vieil homme son sens du théâtre. Certaines vérités exigent leur moment. Je ferme le journal, l'esprit en ébullition. L'enveloppe scellée est posée devant moi, adressée à Howard Brent. Les instructions de Charles à son avocat. Je suis tenté de l'ouvrir, mais quelque chose m'arrête. Charles avait un plan, un processus. Peut-être devrais-je le laisser se dérouler comme il l'avait prévu. Je remets le journal dans la boîte mais garde l'enveloppe. En quittant la banque, le soleil de l'après-midi me semble différent sur la peau. Le monde a l'air différent. Je suis différente. Dans ma voiture, j'examine l'enveloppe de plus près. Écrit en petites lettres dans le coin, une date dans 10 jours et les mots, deuxième lecture. 10 jours. 10 jours pour digérer ce que j'ai appris. 10 jours pour décider quoi faire d'une vérité que je n'ai jamais demandée mais que j'ai toujours su, d'une certaine manière. Je retourne à la cabane, ma cabane maintenant, et je m'assois sur le porche alors que le soleil se couche sur le lac. Dans la lumière déclinante, j'ouvre à nouveau le journal, avide de plus de détails sur le père que je n'ai jamais connu, sur Thomas Langford, l'artiste qui aimait ma mère et qui est mort avant ma naissance. Dans le calme du soir, entouré par les murmures de l'eau contre le rivage, je commence à comprendre pourquoi Charles a orchestré cette lente révélation. Certaines vérités sont trop lourdes à porter d'un seul coup. Certains secrets ont besoin de temps pour se dévoiler. Je touche l'enveloppe scellée dans ma poche. 10 jours. Et ensuite? Quoi que Charles ait prévu, une chose est certaine, plus rien ne sera jamais pareil. 6 jours après avoir découvert le journal, je suis toujours en train de digérer la vérité. J'ai passé la plupart de mon temps à la cabane, lisant et relisant les mots de Charles, essayant d'absorber la réalité que je suis, par le sang, une Langford. La cabane est devenue mon sanctuaire. J'ai nettoyé des années de poussière, ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air frais, et trié les tiroirs et les armoires. Dans une commode, j'ai trouvé une boîte de vieilles photos. Thomas jeune homme, me ressemblant tellement que cela m'a surprise. Des cheveux sombres tombant sur des yeux intenses. La même légère courbe au coin de la bouche. Mon père. Le mot sonne encore étrange sur ma langue. Mon téléphone vibre avec une notification. Un autre article sur la famille Langford est apparu dans mes alertes d'actualité. Je les surveille depuis la lecture du testament, observant les spéculations grandir sur la succession de Charles. Drame de l'héritage Langford, des sources affirment qu'une partie des milliards est en cours d'examen. L'article cite un initié anonyme affirmant qu'une part importante des avoirs des Langford est en suspens, avec des rumeurs d'une deuxième lecture de testament ou d'une clause contestée.
La famille a refusé de commenter. Je pose mon téléphone et regarde le lac. La lettre de Charles à Howard Brent est sur la table à côté de moi, toujours scellée. Encore 4 jours avant ce qui va suivre. Ma solitude est interrompue par le bruit de pneus sur le gravier. Quelqu'un arrive par la longue allée menant à la cabane. Je sors sur le porche juste au moment où un SUV noir élégant s'arrête. Howard Brent en sort, une mallette à la main. Il semble déplacé dans son costume sur mesure contre le décor rustique de la cabane. « Mademoiselle Mercé », dit-il en hochant la tête. « Puis-je entrer ?» Je le fais entrer, soudain gêné par le mobilier simple. Il ne semble pas le remarquer alors qu'il s'assoit à la petite table de la cuisine. « Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, dit-il, mais il y a des développements dont vous devriez être au courant. Les articles de presse, dis-je, sur la succession en cours d'examen. » Il hoche la tête. La famille est agitée. Ils appellent mon bureau tous les jours, exigeant des informations sur les actifs restants. Actifs restants, je demande. Je pensais que tout avait été distribué à la lecture. Monsieur Brent retire ses lunettes, les polissant soigneusement avant de répondre. Ce qu'ils ont reçu était substantiel mais pas complet. Les participations commerciales de Charles, la majorité de ses liquidités, et le contrôle de la fiducie familiale n'ont pas été abordés lors de la lecture initiale. L'ampleur de ce qu'il dit s'installe lentement. De combien parlons-nous? Environ 70% de la succession totale. J'ai failli m'étouffer. Et ils savent que cette partie arrive dans une deuxième lecture? Ils savent que quelque chose arrive. Pas quoi, ni à qui. Ils jettent un coup d'œil à l'enveloppe scellée sur la table. Je vois que vous avez trouvé les instructions de Charles. Oui, dis-je. Le journal aussi. L'expression de Monsieur Brent s'adoucit légèrement. Charles m'a confié votre filiation il y a de nombreuses années. Il voulait vous reconnaître publiquement mais a respecté les souhaits de votre mère. Pourquoi ce théâtre, je demande. Pourquoi ne pas tout dire à tout le monde lors de la première lecture? Charles croyait que certaines vérités ont besoin de temps pour être bien comprises, dit Monsieur Brent. Il voulait que vous ayez le temps de traiter l'information en privé avant d'affronter la famille. Et il voulait qu'ils montrent leur vrai visage avant la révélation finale. Comme par hasard, mon téléphone sonne. Numéro inconnu. J'hésite, puis je réponds en mode haut-parleur. C'est Richard Langford, sa voix tendue par une amabilité forcée. J'espère que je ne vous dérange pas, pas du tout, réponds-je, en échangeant un regard avec Monsieur Brent. Je pensais que nous avions mal commencé à la lecture. La famille aimerait vous inviter à dîner demain soir. Un accueil en bonne et due forme. Le manque de sincérité dans sa voix est presque douloureux à entendre. C'est très gentil, dis-je, mais j'ai des projets. J'insiste, dit Richard, une pointe d'agressivité dans le ton. La famille devrait se serrer les coudes dans des moments comme ceux-ci. La famille. Je ne peux retenir le rire amer qui m'échappe. Ce n'est pas comme ça que vous m'appeliez la semaine dernière. Il y a une pause avant que Richard ne continue, sa voix maintenant mielleuse. Charles tenait manifestement à vous. Cela vous rend importante pour nous. J'y réfléchirai, dis-je avant de raccrocher. Monsieur Brent lève un sourcil. Ça commence, dit-il simplement. Après son départ, je me rends à la maison principale pour récupérer les quelques affaires que j'avais laissées derrière moi. J'espère entrer et sortir sans être remarqué. Mais alors que je termine de faire mes bagages dans le petit appartement du personnel au-dessus du garage, la porte s'ouvre. Léa se tient dans l'embrasure, un verre de quelque chose d'ambré à la main. Ses joues sont rouges, ses yeux brillants d'une fureur contenue. « Tu profites bien de ta petite cabane ?» demande-t-elle en buvant une gorgée. Je continue à faire mes bagages. C'est paisible. Elle entre sans y être invitée, regardant la pièce spartiate avec mépris. « Tu sais ce que je pense ?» Elle pose son verre sur ma commode avec une lenteur délibérée. « Je pense que tu as manipulé un vieil homme sénile. » Je ferme la fermeture éclair de mon sac de sport. Je pense que tu devrais partir. Ce n'est pas fini, dit-elle, en ramassant son verre et en le jetant contre le mur. Il se brise, projetant du verre et de l'alcool partout. Une partie éclabousse mon bras. Tu n'es pas des nôtres. Tu ne le seras jamais. Je lui tiens tête, la regardant droit dans les yeux. Tu n'as aucune idée de qui je suis. Son rire est froid. Oh, je sais exactement qui tu es. La gamine de la bonne qui ne sait pas quand partir.
Je mets mon sac sur l'épaule et passe devant elle, en faisant attention d'éviter le verre brisé. En arrivant à la porte, je me retourne. Ton grand-père savait qui j'étais. Peut-être que tu devrais te demander pourquoi ça te fait si peur. En bas, je traverse la cuisine, autrefois le domaine de ma mère, et j'entends des voix provenant du bureau. La porte est entr'ouverte, et je reconnais Richard et son frère William en pleine conversation animée. Nous ne pouvons pas attendre cette absurdité de deuxième lecture, dit Richard. L'accord Westlake doit être conclu maintenant. Howard ne débloquera pas les participations commerciales avant cette mystérieuse deuxième lecture, répond William. Il a les mains liées par les termes du testament. Alors nous trouverons un moyen de contourner ça, rétorque Richard. Ce vieil homme a tout gâché avec sa sentimentalité. D'abord, la cabane à la fille de la gouvernante. Maintenant ce retard avec les vrais actifs. Je continue mon chemin, leurs mots confirmant ce que M. Brent avait suggéré. La famille devient désespérée pour accéder au reste de la fortune de Charles. En sortant, je manque de percuter un homme qui titube en montant les marches de l'entrée. Nathaniel Langford, le fils de Richard et le cousin de Leia. Il est clairement ivre, ses vêtements coûteux sont froissés, ses yeux injectés de sang. Tiens, si ce n'est pas notre plus récent membre de la famille, articule-t-il difficilement, me barrant le chemin, où est-ce que tu t'enfuis comme ça, cousine ? Excusez-moi, dis-je, en essayant de le contourner. Il se déplace avec une rapidité surprenante pour rester sur mon chemin, tu as eu la cabane de grand-père. Qu'est-ce que le vieil homme t'a promis d'autre ? Rien, réponds-je. Maintenant, s'il vous plaît, bougez. Ce vieil homme a tout gâché, dit Nathaniel, sa voix tombant dans un murmure amer. Toujours avec sa déception, ses standards, ses secrets. Et maintenant ça. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dis-je, bien que je soupçonne le contraire. Il se penche, son haleine chargée d'alcool. Tu n'as pas ta place dans ce tableau. Quoi que tu penses obtenir, ça ne finira pas bien pour toi. Je le bouscule et me dépêche vers ma voiture. En m'éloignant, je le vois toujours là, me regardant dans le rétroviseur. De retour à la cabane, j'appelle M. Brent et confirme qu'il a toujours la deuxième clause scellée de Charles et qu'il attend la date fixée. Il me rassure en me disant que tout se déroule comme prévu, bien qu'il semble fatigué. La famille a été insistante, admet-il, mais les instructions de Charles sont juridiquement contraignantes. Nous procédons comme prévu. Ce soir-là, je visite la tombe de ma mère pour la première fois depuis la lecture du testament. Le cimetière est calme, l'air de fin de soirée est lourd de l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et d'une pluie lointaine. Je m'assois à côté de la simple pierre tombale, traçant les lettres gravées de son nom. As-tu gardé le secret pour me protéger ou pour le protéger ? Je demande à voix haute. Je pense à Thomas Langford, le fils qui a défié son père pour suivre son propre chemin, qui a aimé ma mère assez pour renoncer à la fortune et aux privilèges, qui est mort avant de pouvoir me connaître. Je comprends pourquoi tu ne me l'as pas dit, continuai-je, en arrangeant des fleurs fraîches dans le petit vase. Tu me voulais libre de leur monde. Mais j'en fais partie maintenant, que je le veuille ou non. Le lendemain matin, je suis réveillé par des coups frénétiques. Quand j'ouvre la porte, Catherine Langford, la fille de Charles, se tient sur mon porche. Elle a l'air différente de la femme parfaitement composée de la lecture du testament. Ses cheveux sont détachés, ses yeux cerclés de rouge. Vous devez allumer les informations, dit-elle sans préambule. Je l'invite à entrer avec précaution et allume la petite télévision dans le coin. L'écran se remplit d'un journaliste debout devant le siège social de Langford. Allégation de détournement de fonds contre James Wright, qui est marié à Catherine Langford, fille du défunt Charles Langford. Des sources affirment que Wright détourne des fonds de la fiducie familiale depuis des années. Catherine coupe le son de la télévision. Ce n'est pas vrai, dit-elle doucement. James essayait de protéger ses actifs de Richard et William. Ils ont vendu des parts de l'entreprise dans le dos de tout le monde. Pourquoi me dites-vous ça, je demande. Elle me regarde directement. Parce que vous êtes impliqué maintenant. Quoi qu'il y ait dans cette deuxième lecture, toute la famille est terrifiée. Richard et William ont conclu des accords, mobilisant des actifs qui ne sont peut-être même plus à eux de contrôler. Je ne comprends pas, dis-je. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? Père a changé dans ces dernières années, dit-elle. Plus réfléchi, plus soucieux de l'héritage que de l'argent. Il parlait d'erreur, de réparer les choses. Elle hésite. Il parlait de vous. Mon pouce accélère. Qu'est-ce qu'il a dit ?
Rien de spécifique, mais la façon dont il vous regardait. Elle s'interrompt. Mon père n'était pas un homme démonstratif, mais quand il parlait de vous, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Saviez-vous, je demande. À propos de Thomas et de ma mère? L'expression de Catherine change, la surprise suivie d'une lente compréhension. Thomas, murmure-t-elle. Bien sûr. Vous avez ses yeux. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, son téléphone vibre. Elle le vérifie et se lève brusquement. Je dois y aller. James est interrogé. À la porte, elle s'arrête. Quoi qu'il arrive, souvenez-vous que nous ne sommes pas tous comme Richard et Leia. Après son départ, j'appelle de nouveau Monsieur Brent. La famille s'effondre, lui dis-je. Il y a des reportages, des accusations. J'ai vu, interrompt-il. C'est précisément pourquoi Charles a structuré les choses comme il l'a fait. La pression révèle les fissures. Devrions-nous avancer la deuxième lecture, je demande. Non, dit-il fermement. Charles a été explicite sur le calendrier. Encore 3 jours, mademoiselle Mercey. Ensuite, tout change. Je passe ces 3 jours dans un étrange état d'entre-deux, observant de loin la famille Langford se fracturer publiquement. James Wright est libéré sans inculpation, mais le tort à la réputation de la famille est fait. Des rumeurs circulent sur la mauvaise gestion et les luttes de pouvoir internes. Margaret donne une interview désastreuse pour tenter de balayer la controverse, mais ne fait qu'un commentaire désobligeant sur les « nouveaux riches » qui devient viral. William est photographié en train de se disputer avec Richard devant leur siège social. Et à travers tout cela, la question de la fortune de Charles et de qui la contrôlera plane surtout comme un nuage d'orage. Le matin du 10e jour, je m'habille soigneusement d'une simple robe bleue qui était la préférée de ma mère. Je touche le petit collier en or que Charles m'a offert pour mon 21e anniversaire, un pendentif délicat en forme de pièce d'échec, la reine. Monsieur Brent vient me chercher à la cabane. Êtes-vous prête, demande-t-il alors que nous nous dirigeons vers le domaine. Je regarde le paysage qui défile, le monde que j'ai toujours observé depuis la périphérie, sur le point de devenir mien d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Non, réponds-je honnêtement, mais je ne pense pas que cela importe plus. Alors que nous arrivons au domaine des Langford, je prends une profonde inspiration. La vérité n'est plus enterrée. Elle est sur le point d'éclore, comme Charles l'avait promis, et plus rien ne sera jamais pareil. Le domaine des Langford me semble différent maintenant. La façade de pierre imposante, les jardins manucurés, les fenêtres étincelantes, ils ne m'intimident plus. Cette maison n'a plus de pouvoir sur moi. Monsieur Brent et moi montons côte à côte les marches de l'entrée. La porte s'ouvre avant que nous l'atteignions. Stevens, le majordome qui a servi la famille pendant des décennies, nous accueille avec un hochement de tête formel. Ils attendent dans le bureau, monsieur. Mademoiselle Mercey. Il y a quelque chose de différent dans la façon dont il prononce mon nom, un subtil changement de ton qui pourrait être du respect. Nous le suivons à travers le grand hall, devant la galerie de portraits où des générations de Langford nous regardent de haut depuis des cadres dorés. Je remarque pour la première fois un portrait plus petit, partiellement caché derrière un plus grand. Un jeune homme aux cheveux sombres et aux yeux intenses. Thomas. Le bureau est bondé. Chaque membre adulte de la famille Langford est présent, ainsi que divers avocats et conseillers. Les conversations s'arrêtent à notre entrée. Tous les yeux se tournent vers nous. Richard se tient près de la cheminée, une main agrippant le manteau. Howard, enfin. Finissons-en. Monsieur Brent se dirige vers le bureau sans accuser réception de l'impatience de Richard. Il pose sa mallette et sort une enveloppe scellée identique à celle que Charles m'a laissée. Avant de commencer, dit-il, la voix calme, je veux rappeler à tout le monde que les termes que je vais lire sont juridiquement contraignants. Les volontés de Charles Langford ont été vérifiées, documentées et déposées auprès de multiples autorités légales. Oui, oui, dit Margaret en agitant la main d'un air dédaigneux. Nous comprenons le charabia juridique. Lisez. Monsieur Brent me regarde brièvement, puis brise le sceau de l'enveloppe. La pièce tombe dans un silence complet alors qu'il déplie le document à l'intérieur. Cet addendum au dernier testament et aux dernières volontés de Charles-Édouard Langford, lit-il, doit être révélé 10 jours après la lecture initiale, selon mes instructions explicites. Richard s'agite avec impatience. Leia examine ses ongles avec une nonchalance forcée. Catherine et James se tiennent un peu à l'écart des autres, leurs visages illisibles. Si le nom Langford signifie quelque chose pour l'un d'entre vous, poursuit Monsieur Brent,
vous honorerez ce qui suit sans contestation ni dispute. Il fait une pause, levant les yeux pour s'assurer d'avoir l'attention de tous. Calla Mercé est ma petite-fille, la fille de mon fils, Thomas Langford, et d'Helena Mercé. Elle hérite de 51% de tous les avoirs Langford, avec effet immédiat. Silence. Un silence complet, stupéfait. Puis une tasse de thé s'écrase sur le sol. Léa l'a laissé tomber, son visage exsangue. Quoi, parvient enfin à dire Richard, sa voix à peine plus qu'un murmure. Monsieur Brent continue de lire. Des tests ADN effectués il y a 3 ans ont confirmé ce que j'ai toujours su dans mon cœur depuis que Calla est enfant. Les résultats de ces tests sont joints en annexe A et ont été vérifiés par 3 laboratoires indépendants. C'est absurde, dit Margaret, retrouvant sa voix. Thomas n'a jamais eu d'enfant. Helena aurait dit quelque chose. Helena a protégé sa fille de cette famille, interrompt Monsieur Brent, son professionnalisme se fissurant légèrement. À sa demande, Charles a gardé cette information privée de son vivant. William s'avance, la main tendue. Laissez-moi voir ces résultats de test. Monsieur Brent lui passe un dossier scellé. William l'ouvre, parcourt le contenu, et son visage se relâche. C'est vrai, dit-il doucement. Les marqueurs sont sans équivoque. Richard arrache le dossier à son frère. Ça ne veut rien dire. Un test ADN peut être falsifié. Tout ça est un coup monté. Les tests ont été effectués dans la division médicale de votre propre entreprise, Richard, dit calmement Monsieur Brent. Difficilement une source que vous pouvez discréditer. La pièce éclate en chaos. Des voix criant les unes par-dessus les autres. Des accusations fusant, des menaces étant proférées. Pendant tout ce temps, je reste debout, tranquillement près de la porte, observant la famille qui ne m'a jamais accepté le fait que je suis l'une d'entre eux. Monsieur Brent élève la voix pour se faire entendre par-dessus le vacarme. Il y a plus. La pièce se calme progressivement. Les restrictions suivantes s'appliquent à tous les avoirs Langford. Aucun actif ne peut être vendu, transféré ou mis en gage sans l'approbation écrite expresse de Calla Mercé, qui détient désormais une participation de contrôle dans toutes les entreprises, propriétés et fiducies familiales. Le visage de Richard est devenu d'une teinte rouge alarmante. C'est la loi, termine Monsieur Brent pour lui. Et avant que quiconque n'envisage de contester ce document, sachez que Charles a fait de sa compétence mentale une question de dossier juridique. 3 évaluations psychiatriques distinctes, menées trimestriellement l'année précédant sa mort, ont confirmé sa santé d'esprit et son jugement. Léa s'avance, son sang-froid retrouvé, bien que ses yeux brûlent encore de fureur. Elle l'a manipulé, siffle-t-elle en me pointant du doigt. Elle s'est insinuée dans sa confiance, a joué la pauvre petite orpheline, tout ça pour mettre la main sur notre argent. Votre argent, dis-je, parlant pour la première fois depuis mon entrée dans la pièce. Ma voix est plus stable que je ne l'aurais cru. L'argent que vous avez désespérément essayé d'obtenir avant cette lecture? Les actifs que vous et votre père avez secrètement vendus? Léa blêmit. Comment as-tu, Catherine me l'a dit, dis-je. À propos des accords, des accusations de détournement de fonds, tout ça. Vous vous êtes entredéchiré pendant 10 jours, montrant exactement qui vous êtes. Espèce d'imposteur, crache-t-elle. Tu n'es rien, une personne insignifiante. La gamine de la bonne qui joue à se déguiser. Monsieur Brent se racle la gorge. Il y a un dernier élément, dit-il en brandissant une petite tablette. Un enregistrement vidéo que Charles a fait 6 mois avant sa mort. Il pose la tablette sur le bureau et appuie sur lecture. Charles apparaît à l'écran, assis dans son fauteuil préféré dans le bureau. Il a l'air fatigué mais les yeux clairs, son regard direct et sans faille. Si vous regardez ceci, commence-t-il, alors la vérité est enfin connue. Calla Mercé est ma petite-fille, la fille de mon fils Thomas, que j'ai manqué dans la vie mais que j'espère honorer dans la mort. Il fait une pause, ajustant ses lunettes. À ma famille, je sais que cela est un choc, peut-être même une trahison. Mais regardez dans ses yeux. Voyez ce que je vois. L'esprit de Thomas, son intégrité, sa force tranquille. Calla est une Langford de toutes les manières qui comptent. Sa voix se renforce. Pendant que le reste d'entre vous se battait pour le statut et les possessions, Calla s'asseyait avec moi, écoutait mes histoires, posait des questions sur mes rêves, pas sur mon argent. Elle est ma plus grande fierté, et je confie l'héritage Langford entre ses mains. Les seules mains en qui j'ai confiance pour préserver ce qui compte vraiment.
La vidéo se termine. La pièce est complètement silencieuse. Après un moment, Eden se lève et se dirige vers la porte, marmonnant à propos d'avocats et de contestation. Plusieurs autres suivent, y compris Richard, qui s'arrête pour me lancer un regard de pur venin avant de sortir en trombe. Nathaniel s'approche, soudain sobre et calculateur. Nous pouvons trouver un arrangement, dit-il doucement. Il n'y a pas besoin de changement drastique. Les entreprises familiales fonctionnent d'une certaine manière. Les entreprises familiales fonctionnent sur l'exploitation et l'évasion fiscale, réponds-je, tout aussi doucement. Ça change maintenant. Il me fixe longuement, puis se tourne et part sans un autre mot. Alors que la pièce se vide, seule Catherine reste, debout près de la fenêtre. Elle s'approche lentement, étudiant mon visage. Je le vois maintenant, dit-elle doucement. Vous avez son sourire. Thomas souriait toujours avec ses yeux d'abord. Je ne sais pas quoi dire, alors je hoche simplement la tête. Il était le meilleur d'entre nous, continue-t-elle. Le plus gentil. Père ne s'est jamais pardonné de l'avoir chassé. Elle hésite. Voulez-vous me parler de votre mère? Comment était-elle avec vous? La question me prend au dépourvu. Dans tout le drame de l'héritage et de l'ADN, je ne m'attendais pas à une simple curiosité humaine sur la famille. Une autre fois, dis-je. Je pense que j'ai besoin d'un peu d'espace en ce moment. Elle hoche la tête, compréhensive. Bien sûr. Mais quand vous serez prête, j'aimerais connaître la fille de mon frère. Après que tout le monde soit parti, je reste seul dans le bureau, regardant l'échiquier que Charles gardait sur une petite table près de la fenêtre. C'est le même jeu sur lequel il m'a appris à jouer il y a toutes ces années. Je touche la pièce de la reine sculptée, me souvenant de sa voix. La reine est la pièce la plus puissante de l'échiquier, qu'Allah ne la sacrifie jamais sans une bonne raison. Échec et mat, murmurai-je, et pendant un instant, je jurais pouvoir entendre son doux rire en réponse. 3 semaines après la deuxième lecture, je suis assise dans ce qui était autrefois le bureau de Charles chez Langford Enterprises. La vue sur la ligne d'horizon de la ville est spectaculaire, mais je suis concentré sur les documents étalés sur le bureau. Monsieur Brent Howard, comme il m'a demandé de l'appeler, est assis en face de moi, expliquant patiemment la structure des diverses participations familiales. Ces 3 filiales, dit-il en montrant un diagramme, fonctionnent à perte depuis des années. Elles existent principalement comme abris fiscaux. Je prends une note. Fermez-les. La famille n'aimera pas ça, prévient Howard. Particulièrement Richard. Son fils en dirige une. La famille n'a plus la participation de contrôle, lui rappelai-je. Et nous ne sommes pas dans le business de l'évasion fiscale tout en sous-payant les travailleurs. Il hoche la tête, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. Charles approuverait. La transition n'a pas été facile. Comme prévu, plusieurs membres de la famille ont déposé des recours juridiques contre le testament. Tous ont été rejetés lorsque les preuves ADN ont été présentées au tribunal. Richard et William ont tenté de convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration pour vendre des actifs clés avant que je ne puisse prendre le contrôle, une manœuvre qu'Howard a bloquée avec une injonction. La résistance la plus surprenante est venue des dirigeants de l'entreprise qui s'étaient habitués à l'ancienne manière de faire des Langford, une surveillance minimale, des primes généreuses et un accent sur les profits trimestriels plutôt que sur les considérations éthiques. J'ai renvoyé le PDG la première semaine. Le directeur financier a démissionné le lendemain. Le conseil d'administration s'adapte encore à ma présence à la tête de la table, une femme de 26 ans dont ils n'avaient jamais entendu parler, contrôlant maintenant l'empire qu'ils ont servi pendant des décennies. Mon téléphone vibre avec un message de Jade, la directrice du programme pour jeunes que j'ai mis en place à la cabane au bord du lac. Les enfants arrivent pour la retraite du week-end. Il manque encore du matériel de pêche. Je prends note de faire livrer des fournitures, puis je retourne au rapport financier. La cabane, mon premier héritage de Charles, est devenue une retraite pour les jeunes des quartiers défavorisés, offrant des expériences dans la nature, des programmes artistiques et du mentorat. Cela semble juste, d'une certaine manière, d'honorer à la fois Charles et mon père en utilisant l'endroit qu'ils aimaient pour créer des opportunités pour des enfants qui pourraient autrement être négligés. Howard me laisse avec d'autres documents à examiner, et je passe l'après-midi à fouiller dans des années de décisions d'entreprise, identifiant des schémas d'exploitation et de gaspillage qui doivent être corrigés. Le soir, mes yeux brûlent et ma tête me fait mal sous le poids d'une responsabilité que je n'ai jamais demandée mais que je dois maintenant porter.
Je me rends au domaine, encore étrange de penser qu'il est en partie à moi, et je parcours les couloirs silencieux jusqu'au bureau de Charles. La famille ne vient plus très souvent. Richard et Margaret se sont retirés dans leur maison d'été. William voyage constamment pour des affaires qui semblent largement conçues pour le tenir éloigné de moi. Elizabeth a été la plus conciliante, appelant occasionnellement pour prendre de mes nouvelles ou offrir des conseils. Dans le bureau, je déverrouille une armoire que Charles m'a montrée une fois, contenant sa correspondance personnelle. À l'intérieur se trouvent des liasses de lettres attachées avec un ruban délavé, dont plusieurs adressées à Thomas Langford. Je les lis lentement, une chaque soir, reconstituant l'histoire du père que je n'ai jamais connu et de la relation qui m'a fait naître. La lettre de ce soir est datée d'1 an après le départ de Thomas. Thomas, j'avais tort. Ces mots sont difficiles à écrire pour moi, mais ils sont vrais. Ton art compte. Tes choix comptent. Mes attentes n'auraient pas dû éclipser tes rêves. Elena nous a quittés aujourd'hui. Pas de préavis. Pas d'adresse de suivi. Stevens dit qu'elle avait l'air malade. Je crains ce que cela pourrait signifier. Si tu reçois ceci, sache que ma porte reste ouverte. Non pas pour des excuses ou des explications, mais simplement pour revoir ton visage. Ton père, Charles. La lettre n'a jamais été envoyée, comme toutes les autres. Une collection de regrets et de connexions manquées qui ont façonné 3 générations de Langford. Je la plie soigneusement et la remets dans son enveloppe. Puis je sors mon téléphone et passe un appel que j'ai reporté. Catherine, c'est Cala. Je me demandais si vous voudriez dîner demain. J'aimerais en savoir plus sur Thomas. La conversation est brève mais chaleureuse. Un autre petit pas vers quelque chose que je ne suis pas sûr de pouvoir encore nommer. Pas une réconciliation, exactement, mais peut-être une compréhension. La semaine suivante apporte le premier grand test public de ma nouvelle position. Le gala annuel de la Fondation Langford, un événement caritatif très médiatisé auquel assiste l'élite de la ville, me revient à organiser. Il se tient traditionnellement au domaine, la famille présentant un front uni de richesse et de philanthropie. Je décide de rompre avec la tradition. Au lieu du dîner formel habituel avec un minimum de dons et un maximum d'autocongratulations, j'ai transformé l'événement en une journée portes ouvertes au domaine, désormais désigné comme le musée d'art et d'histoire Langford. Tu transformes la maison familiale en musée, avait crié Leia lorsque l'annonce a été faite. Où sommes-nous censés vivre? Dans n'importe laquelle des 6 autres propriétés que vous possédez, avais-je répondu calmement. Cette maison appartient désormais à l'histoire. Le gala d'ouverture du musée est un succès au-delà de mes attentes. Les pièces qui m'intimidaient autrefois par leur exclusivité accueillent désormais des visiteurs de tous horizons. Les peintures de Thomas, récupérées des entrepôts où Charles les avait soigneusement conservées, constituent la pièce maîtresse de la collection. Toute la famille n'est pas présente. Richard et Margaret envoient leurs regrets. William fait une brève apparition avant de trouver une excuse pour partir. Mais Catherine vient avec son mari, James, tous deux apparemment soulagés par la nouvelle approche. Elizabeth amène ses enfants, qui semblent fascinés par les artefacts familiaux désormais exposés au public. Nathaniel se présente à l'improviste, l'air mal à l'aise dans son smoking. Il me trouve près de la table des rafraîchissements. « Tu vas vraiment jusqu'au bout avec ça ?» dit-il, en faisant un geste vague vers l'espace transformé. « Le musée ?» Oui. Il fait tournoyer son eau pétillante. Pas d'alcool, je remarque. J'ai intenté un procès contre toi la semaine dernière. Je sais, réponds-je. Howard me l'a dit. Il n'aboutira pas, admet-il. Les preuves sont trop solides. Je l'étudie, le cousin qui se moquait de moi autrefois, maintenant forcé de reconnaître notre sang commun. Pourquoi me dis-tu ça? Il hausse les épaules. L'honnêteté semble être la nouvelle politique familiale. Il fait une pause. Je ne le retire pas, juste pour que tu le saches. Je ne m'attendrai pas à ce que tu le fasses, dis-je. Mais j'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi Charles a fait les choix qu'il a faits. Nathaniel part peu de temps après, mais la conversation me reste en tête. Pas tout à fait une acceptation, mais peut-être le début du respect. Plus tard dans la soirée, après le départ de la plupart des invités, je me retrouve dans un coin tranquille de ce qui était autrefois les quartiers des domestiques. Une petite plaque l'identifie maintenant comme « Résidence d'Elena Mercé, 1985 à 2023 ». Dans le cadre de l'engagement du musée à raconter l'histoire complète des Langford, j'ai invité la sœur cadette d'Elena, ma tante Gloria, et sa famille au gala.
Ils se tiennent maintenant dans le petit appartement où ma mère a vécu, examinant des photos et des objets personnels que j'ai arrangés en hommage. Elle ne nous l'a jamais dit doucement Gloria, en touchant une photo encadrée de ma mère me tenant bébé. Nous savions qu'elle avait une fille, bien sûr, mais pas qui était ton père. Elle me protégeait, dis-je. Et probablement se protégeait aussi. Gloria hoche la tête. Elena a toujours été indépendante, fière. Elle n'aurait pas voulu de pitié ou de commérage. Elle me serre la main. Mais elle serait fière de toi maintenant, de tenir bon, de faire des changements. Alors que le personnel du musée commence à fermer pour la nuit, je traverse seul le grand hall d'entrée. Le portrait de Thomas est maintenant accroché en bonne place dans la galerie familiale. À côté, j'ai ajouté des photos de ma mère et un petit portrait professionnel de moi que Charles avait commandé pour ma remise de diplôme universitaire. 3 générations d'un héritage compliqué. Un père que je n'ai jamais connu. Une mère qui m'a protégé par le silence. Un grand-père qui a cherché à se racheter par un héritage auquel je ne m'attendais pas. Dans ma chambre, l'un des rares espaces privés que j'ai conservé dans le domaine, je me tiens devant le miroir. Autour de mon cou brille le pendentif en forme de pièce d'échecs que Charles m'a offert il y a des années. La reine, la pièce la plus puissante de l'échiquier. Il m'appelait la gamine de la bonne, murmurai-je à mon reflet, mais il m'appelait son héritage. Et maintenant, le monde sait enfin pourquoi. Dehors, par ma fenêtre, les lumières de la ville scintillent au loin. Demain apportera d'autres défis. Des réunions de conseil d'administration, des batailles juridiques, des tensions familiales qui ne guériront peut-être jamais complètement. Mais ce soir, je sens quelque chose s'apaiser en moi. Pas la paix, exactement, mais un but. Cet héritage compliqué, douloureux, puissant est maintenant le mien. Non seulement à posséder, mais à transformer, comme Charles l'espérait. Comme mon père l'aurait peut-être fait, s'il avait vécu pour voir sa fille grandir. Comme ma mère m'a préparé à le faire, avec sa force tranquille et sa dignité. Je touche le pendentif une dernière fois, puis je me détourne du miroir. Il y a du travail à faire, et enfin, je sais exactement qui je suis. Que feriez-vous si vous découvriez que toute votre identité a été construite sur des secrets que d'autres ont choisi de vous cacher? Si cette histoire a résonné en vous, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de récits sur les secrets de famille, les vérités cachées, et le pouvoir qui vient du fait de réclamer enfin sa juste place dans le monde.